Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui un homme que je trouve formidable. J'ai lu son livre et je voulais absolument le rencontrer et surtout vous le présenter. Je le définirai comme un touche-à-tout, mais surtout comme un baroudeur spirituel et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Guido. Bonjour, bonjour. Je me réjouis d'être aujourd'hui avec toi. Moi aussi. On l'attendait depuis longtemps ce moment. Oui, vraiment, oui. Alors moi, je voulais absolument te présenter puisque je t'ai découvert avec un très très beau livre qui s'appelle Un long voyage que tu peux peut-être montrer à l'écran. Oui, volontiers, oui. J'ai trouvé ce livre formidable. Alors, je voulais quand même tirer mon chapeau au traducteur aussi, parce que il est vrai que la traduction d'un livre joue beaucoup, et ce livre est vraiment très très bien écrit, très très bien Oui, oui, traduit. vraiment, vraiment. Dominique Thomas a fait un travail absolument remarquable, oui. Mais d'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est pas tout simplement un très, très bon traducteur, mais c'est un chercheur spirituel. Lui-même, il donne des cours de bouddhisme. Alors, c'est quelqu'un qui connaît la matière vraiment de l'intérieur. Et ça se ressent. Et ça se ressent, oui, 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 oui. Moi aussi, j'aime beaucoup le livre en français. Oui, parce que l'original est en italien, puis il a été traduit aussi en anglais. Et maintenant, le voilà dans une édition vraiment très, très belle en français. Je suis très content avec Mama Édition, oui. Je voulais peut-être dire deux mots sur toi, puisque aujourd'hui, tu as un parcours spirituel et personnel dont on va parler tout à l'heure, mais à l'origine, donc tu es plutôt dans une famille catholique, oui, mais qui n'impose pas de dogme précis, et une religion dans laquelle tu te reconnais pas forcément. Tu vas commencer des études plutôt dans la science, plutôt scientifique, les sciences économiques et sociales. Tu es plutôt dans le mental, dans la morale, dans une certaine culture qui laisse un petit peu tout ce qui est l'intuition, l'empathie, le cœur de côté. D'ailleurs, tu te définis dans ton livre avec une phrase que je trouve très belle, comme un ciel sans étoiles. Ah, voilà, oui, au début, il y a eu un moment où j'étais assez perdu, j'étais un jeune homme. Tu as tout à fait raison. Je viens d'une famille une très bonne famille. Mes parents étaient des gens très bien, sûr, mais ils étaient pas du tout dans le domaine, disons, de la culture ou de la spiritualité. J'ai une formation plutôt scientifique, mais comme tout le monde, plutôt matérialiste, non? On est l'éducation qu'on a reçue, enfin, la plupart entre nous pensent que les bonnes réponses se trouvent en dehors, enfin à l'extérieur de nous, et on a très peu de contact avec notre monde intérieur, avec le monde justement, comme tu as dit avant, de l'intuition. Non? Il nous faut du temps pour découvrir qu'il y a dans nous-mêmes un grand secret, que dans nous-mêmes, il y a déjà les réponses, mais elles sont un peu ensevelies par des milliards d'informations, d'émotions, d'expériences et tout ça. Ce que nous devons faire, c'est un travail de nettoyage, non? De faire sortir à la surface les qualités qui sont déjà là. Non? Il faut revenir à la maison, à notre vraie maison intérieure, parce que chaque fois que vraiment on retrouve le contact avec nous-mêmes, on retrouve une harmonie, une paix intérieure que on connaissait déjà, non? Mais Qu'on a oublié en cours de qu'on route. a oublié ou qui est là, mais puis après elle s'en va, elle revient, on est souvent fâché, anxieux, etc. Et on est pris par le vent. Une grande étape à l'âge de 3 ans. Elle va expliquer peut-être ton malaise quand tu étais plus jeune. Quand j'avais 3 ans, j'ai eu une expérience de mort parce que j'ai eu une diphtérie et j'étais très, très grave. J'étais à l'hôpital
Et là, j'ai failli mourir. J'ai ressenti que la chaleur qui était dans mon corps était en train de me Quitter. quitter et c'était la mort qui intervenait. Et comme petit enfant, j'ai pensé que c'était ma mère qui reprenait ma chaleur et qui me quittait, qui m'abandonnait. Et comme petit enfant, évidemment, je l'ai vécu comme très méchante, non? Parce qu'elle ne m'aidait pas, mais la pauvre, évidemment. Évidemment, c'était pas parce qu'elle ne voulait pas m'aider, elle ne pouvait pas le faire. Quelque chose de très bizarre s'est passé. J'étais tout à coup dans le jardin de l'hôpital en train de courir avec une camisole et des gens anciens m'ont rencontré et ils m'ont dit, mais que fais-tu là? Va tout de suite dans ta chambre, dans ton petit lit. Plus tard, bien plus tard, j'ai fait un film sur les expériences de mort imminente, Imminente. non? NDE, et je me suis dit que probablement j'ai eu une de ces expériences, que moi-même, j'ai eu une expérience de mort et j'étais sorti de mon corps et je me promenais dans le petit jardin. Alors, je crois que cette expérience de mort quand même ou d'être abandonné par ma mère m'a marqué profondément. Et c'est ce que j'ai découvert plus tard parce que ce sentiment était tellement profond que je croyais qu'il faisait tout simplement partie de ma vie, non? Comme on a deux mains et deux pieds, voilà. Plus tard, j'ai découvert que heureusement, je n'étais pas comme ça, mais que dans moi, il y avait aussi la chaleur, la vie, l'amour, la joie et toutes les belles choses. Voilà. Et ça, je l'ai découvert plus tard en faisant une retraite de 10 jours de méditation selon Goenka où on est très concentré et à un certain moment, on est en mesure de passer avec notre conscience, comme avec un scanner sur notre corps, en cherchant les blocages et en les laissant partir. Alors, à un certain moment, après une dizaine de jours de ce travail, je me souviens que j'étais sorti sur la terrasse. C'était le coucher du soleil, le ciel était rouge, c'était magnifique et tout ça. Et tout à coup, j'ai revécu le bonheur, la joie de quand j'étais tout petit. Et là, j'ai eu vraiment un flèche et je me suis dit, ça existe vraiment, ça existe encore. Et la chose folle, parce que j'avais déjà 35 ans, à l'intérieur de moi-même, la pensée est remontée. Je dois le dire à ma mère. Ça existe, ce bonheur. C'était évidemment une vieille mémoire, non? Un changement très profond dans moi-même parce que j'ai découvert que au-delà des souffrances, etc., il y a dans nous vraiment ce qu'on appelle la source. Harmonie, beauté, bonheur, et c'est où on aimerait être toujours. Voilà. La fameuse Évidemment, demeure. le but de la vie, de toutes nos vies, est de vivre en contact avec cette dimension et, si possible, d'agir à partir de cette dimension. Parce que alors, on agit à partir de l'harmonie, de l'amour, du bonheur, et on fait du bien parce que Oui. on aime les autres et on partage cette joie. Voilà. Tout à l'heure, je ne t'ai pas présenté du point de vue professionnel, puisque j'ai dit que tu étais plus dans le mental cartésien. Tu vas peut-être le dire. Donc la psychanalyse t'a conduit dans ton monde intérieur. Ça a été ta première approche, en fait, de autre chose. Et peu à peu, avec des rencontres dans ta vie, je pense au Lama Sherab, oui. Ça a été l'élément déclencheur de quelque chose de très important dans ton cheminement actuel, d'ailleurs aussi, jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est exactement comme ça, oui. Oui, ma vie a été profondément marquée par mon activité professionnelle, qui a été longuement celle de journaliste, de réalisateur de documentaires et d'interviews pour la télévision suisse.
Et c'est grâce à cette activité que j'ai pu avoir des expériences vraiment très importantes et desquelles je parle dans mon livre. Non? Alors, une expérience très importante a été quand j'ai fait un film sur les expériences de mort imminente, non, dont j'ai parlé il y a un moment. Et pour ce film-là, j'ai eu la chance de rencontrer un lama tibétain avec lequel vraiment j'ai eu un contact, je dirais, formidable. C'était Lama Sherab Gyaltsen Amipa, un lama tibétain qui vivait dans le monastère tibétain de Rikon, en Suisse, qui avait été envoyé par le Dalai Lama pour aider la communauté tibétaine des réfugiés. Je lui ai demandé une interview et il m'a dit oui, venez demain à cette adresse. Et à ce moment-là, il nous a donné, j'étais avec 2 ou 3 autres personnes, il nous a donné une petite leçon de bouddhisme. Je n'y connaissais rien. Et ça a été vraiment une découverte formidable pour moi parce que j'ai eu l'impression de tout savoir déjà et que j'avais tout oublié. Et alors, en l'entendant, en écoutant ce lama nous expliquer les fondements du bouddhisme, j'ai ressenti un grand sentiment d'amour, de chaleur. Et c'était quelque chose que j'avais, qui était nouveau, mais que au fond, j'avais quelque part déjà expérimenté, connu, ressenti. Expérimenté avant. Il nous a donné une petite possibilité de faire une méditation et je l'ai fait. Et tout à coup, pendant cette méditation, je me suis ressenti voyager dans une autre dimension, dans un ciel noir, mais pas sombre, comme dans une nuit de lune. Voilà. Non? Et puis j'ai vu un carré dans le ciel avec des diagonales. J'étais comme un avion, mais c'était pas moi qui le conduisais. Je suis entré dans le point des diagonales, non? Et de l'autre côté, il y avait comme un nuage blanc qui tournait. Je suis allé à gauche, je ne sais pas pourquoi. Je me suis trouvé dans une grande halle avec beaucoup d'autres jeunes moines tibétains, des étudiants que je connaissais très bien. Et ils m'ont salué, je les ai salués et tout ça. Et j'ai fait du bruit, ils m'ont fait signe d'être calme parce que il y avait un grand lama à côté en pleine méditation. Quand je regardais ce lama qui était très gros, très fort, avec un chapeau noir, j'ai presque eu peur parce que tellement il était puissant. Et puis, je suis redescendu dans la salle où Lama Sherab était en train de lire des prières. Non? Voilà. Ça a été une expérience formidable qui a ouvert plusieurs portes dans ma vie. Avant tout, je me suis demandé comment est-ce que c'est possible que je connaissais déjà ces jeunes moines là-haut et ce lama. Alors, je me suis dit, bon, ça doit être probablement une vie précédente parce que j'avais pas d'autre explication. Mais à ce moment-là, c'était inacceptable comme hypothèse parce que j'étais un bon matérialiste, très lié à la science. Alors, de me parler de vie précédente, tout ça, c'était inouï, voilà. Mais d'autre part, je ne pouvais pas nier une expérience si réelle parce que elle était autant réelle que maintenant que nous sommes en train de parler. La grande question est devenue qu'est-ce que c'est que la réalité? Est-ce que la réalité est celle-ci de la réalité quotidienne? Et si, mais l'autre réalité, elle existe alors aussi. Il m'a fallu des années pour comprendre ça, évidemment. J'ai compris lentement que la clé est la conscience, avec
la présence, avec la conscience, on peut être dans de différentes dimensions. Voilà. Et ces grandes questions ont été le fil rouge, au fond, de ma vie et aussi de mon activité professionnelle parce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de gens intéressants qui m'ont aidé à comprendre un peu mieux ces grandes questions. Ah oui, là, tu as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Parce que je ne peux pas citer tout le monde. Elisabeth Kubler-Ross, Eugène Ionesco, Steph Groff, Erwin Laszlo, Robert Monroe. Oui. Il y en a eu tellement, tellement. Mathieu Ricard, oui. Tenzin Wangyal Rinpoche. J'ai eu vraiment une grande chance, oui. C'est vrai. Je suis très reconnaissant. En parallèle donc de ce premier pas dans le bouddhisme, dans la découverte, tu as donc continué ton cheminement, puisqu'après tu as suivi un cycle de formation pendant 5 ans. Oui. Régulièrement, donc tu as progressé dans ces connaissances bouddhistes. L'expérience dont je viens de parler, c'était quand j'avais 40 ans à peu près, non? Mais disons, un chemin très important a été le chemin de la psychanalyse au moment de mes études universitaires. J'ai étudié les sciences économiques et sociales à l'université de Berne. Et pendant les études, à un certain moment, j'ai eu des migraines très, très fortes. Un médecin psychiatre m'a dit, non, écoute, toi, tu es plein de rage et tu devrais parler un peu, essayer de laisser sortir ça. Voilà. Alors, ça a commencé comme une psychothérapie. Pour finir, elle est devenue une psychanalyse didactique. Et j'ai eu aussi un certificat qui me permettait, si j'avais voulu, de faire cette formation, de continuer cette formation. Je suis devenu journaliste et réalisateur. Puis, à un certain moment, j'ai découvert le bouddhisme grâce à cette expérience dont j'ai parlé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à étudier le bouddhisme. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup d'enseignements de la part de ce lama, Lama Charan, puis par le Dalai Lama, par Sakya Tritsin, etc. C'était le moment où ces grands lamas venaient en Europe et où ils étaient accessibles. C'était facile de recevoir ces grands enseignements. Le bouddhisme, ça a été vraiment une école formidable pour l'ouverture du cœur, pour comprendre comment est-ce que la conscience fonctionne. C'est un sentier absolument très important que j'ai suivi et que je suis et qui est aujourd'hui encore important pour moi. Dans ton cheminement bouddhiste, tu as eu la chance et souvent de nombreuses opportunités de rencontrer Mathieu Ricard. Oui, ça a été vraiment une grande chance. Je l'ai connu il y a beaucoup d'années à Tchétchina quand il a traduit sa sainteté le Dalai Lama. Et je me souviens que je lui ai proposé une grande interview parce que je me suis dit, c'est un occidental très cultivé qui a fait un grand chemin, qui a été à côté des maîtres bouddhistes les plus importants. Ça serait très bien de lui poser des questions pour le grand public, non? Oui. Et il m'a dit, mais oui, volontiers, mais venez à Katmandou, parce qu'il habite à Katmandou, au 7e monastère. Et alors, j'étais chez lui. Il m'a présenté le grand maître Trulchik Rinpoche, qui à ce moment-là était le grand lama qui résidait là au monastère de Sechen, qui m'a regardé et il m'a donné sa bénédiction. Alors, j'avais passé son examen. Et plus tard, quelques jours plus tard, j'ai fait 3 grandes interviews avec Mathieu sur sa vie, sur le bouddhisme et l'Occident et le bouddhisme et la science. Et puis, on est resté on est devenus de bons amis. On s'est rencontrés plusieurs fois. Je l'ai suivi aussi aux États-Unis, au Mind and Life Institute,
et j'étais là quand ils ont présenté les recherches de l'effet de la méditation sur l'activité cérébrale. Non? Mathieu a été, comment est-ce qu'on dit, un sujet de laboratoire. Non? Il a été étudié pendant des années par des chercheurs américains parce qu'il est un grand méditant et il sait, par exemple, atteindre un niveau de concentration qui est absolument remarquable. Il est un peu comme un athlète des Olympiades. Non? Il a beaucoup d'entraînement. Des milliers d'heures d'entraînement dans les différents aspects de la méditation. Plus tard, je l'ai interviewé longuement sur bouddhisme et bonheur. Et j'ai fait aussi des documentaires sur sa mère, qui est un peintre vraiment remarquable, non-bouddhiste aussi, et peintre. Oui, et avec Mathieu, on est toujours en contact. On s'écrit. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien, mais de très simple, hein, de très cultivé, mais de très simple. Un grand travailleur. Je l'ai aussi aidé, en toute modestie évidemment, dans le soutien de ses œuvres d'aide. Depuis des années, il a un hôpital à côté du monastère. J'ai fait des films pour l'aider financièrement. Enfin. Et puis maintenant, il a des activités formidables d'aide au Tibet, au Népal, dans l'Inde du Nord. C'est vraiment, il fait vraiment du bien. Comme toi. Toi aussi, je pense que avec ce livre, je t'assure, je pense que tu vas pouvoir aider beaucoup de monde. Je serai très content, oui. Je suis à côté de Mathieu, je suis tout petit. Il ne faut pas se comparer, tu sais bien. Chacun amène la lumière à son rythme. Et d'ailleurs, je mettrai ta chaîne YouTube dans la description pour que les personnes puissent aller trouver tous les trésors que tu leur montres. Parmi tes nombreuses expériences, il y en a une, je pense, qui est l'élément incontournable, le lieu incontournable, c'est l'Institut Monro. Oui, exactement, parce que c'est très juste ce que tu viens de dire, parce que après avoir eu ces expériences avec ce lama, expériences de voyage intérieur, et j'en ai eu plusieurs de ces expériences avec ce lama, j'étais à la recherche de réponses sur la grande question, qu'est-ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que ces voyages intérieurs. Et j'ai su à un congrès international qu'en Virginie, aux États-Unis, il y avait un institut, l'Institut de Robert Monroe, qui s'occupait de ça, non? Et alors, j'ai fait un documentaire sur le sujet. J'étais chez Monroe. D'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a une vidéo sur ta chaîne YouTube qui est exceptionnelle de Robert Monroe, justement, quand tu l'as interviewé. Oui, j'étais chez lui et dans les années 90, et je l'ai interviewé longuement, et j'ai eu la chance plus tard de faire plusieurs séminaires à l'Institut Monroe où, grâce à un son particulier, on est aidé à entrer dans nous-mêmes et à faire des voyages qui sont les mêmes que les voyages qu'on peut faire avec la méditation. Voilà. C'est un chemin différent qui mène dans les mêmes dimensions. Robert Monroe est vraiment quelqu'un de remarquable. Il était un homme de radio qui, à un certain moment, a développé le sujet des sons, l'utilisation des sons, par exemple, pour soutenir la mémoire des étudiants. Et à un certain moment, il a eu une expérience qui lui a fait beaucoup de peur parce qu'il s'exerçait beaucoup avec ces sons. Et un soir, il était dans sa chambre avec sa femme. Il s'est trouvé au-dessus de son corps.
Il était en dehors de son corps, il s'est vu en bas, dans le lit, il s'est dit, je suis mort. Non? Il était effrayé, puis il s'est dit, je suis fou. Et lentement, il a commencé à comprendre qu'il était sorti du corps, qu'il était dans un autre état de conscience. Il a développé tout ça. Il a développé une technique qui permet de sortir et d'aller du corps et d'aller dans plusieurs dimensions, non seulement dans notre maison, voilà, mais de la Virginie, d'aller à New York ou d'aller sur la Lune. Oui, oui, dans d'autres, vraiment d'autres dans des champs de dimensions conscience. énormes, mais aussi dans des dimensions microscopiques. C'est des choses qu'il faut essayer pour croire que c'est vrai, parce qu'autrement, on se dit, oui, mais c'est de la science-fiction, voilà. Et toi, tu as eu l'occasion et la chance de pouvoir essayer. Oui, oui, moi j'ai fait plusieurs séminaires où j'ai fait beaucoup de ces expériences-là. Mon but a toujours été ma croissance spirituelle et non pas de faire de la recherche, d'aller sur la Lune ou sur Mars. Il y avait aussi des séminaires sur ça, mais ça m'intéressait pas tellement. On m'a dit que c'était possible. J'en ai fait 3. Où vraiment on va dans l'espace, on voit les galaxies, c'est incroyable. Mais pour moi, c'était surtout ma croissance personnelle. Alors, le contact avec des défunts, ou bien le contact avec des êtres de lumière. Alors, on peut vraiment prendre contact avec d'autres dimensions. Ça existe vraiment, c'est pas une fantaisie. D'ailleurs, toutes les grandes traditions spirituelles disent ça. Même dans la chrétienté, on dit, oui. Il y a les saints. Les saints, oui. ils sont vivants dans une autre dimension. Pour l'Église aussi. Toujours dans le même contexte de Monroe, tu as eu aussi des expériences de remote review? La technique de Monroe permet d'aller dans plusieurs dimensions et aussi de voir à distance. C'est le remote viewing, c'est-à-dire, par exemple, en étant en Virginie, de voir exactement ce qui se passe dans un certain endroit à New York et tout ça. Monroe l'a expérimenté lui-même et puis par la suite, les services secrets américains se sont rendus compte que cette possibilité-là pouvait avoir une application très importante dans l'espionnage. Et la CIA a pris contact avec Monroe et ils ont commencé à envoyer des psychiques chez Monroe pour faire ces expériences-là, parce que Monroe était en mesure de les former. Non? Et quand j'étais chez Monroe, la personne qui dirigeait le laboratoire de recherche chez Monroe était M. Skip Atwater, qui par la suite, j'ai découvert avoir été le chef du projet de la CIA. Skip Atwater, avec qui j'ai une très bonne amitié, est quelqu'un qui a formé les principaux espions psychiques des États-Unis qui ont fait des choses incroyables. La plupart des expériences sont classifiées, évidemment, mais un grand psychique a été Joseph McMonigal, qui, avec le guide de Skip Atwater, par exemple, a pu voir que les Soviétiques étaient en train de bâtir le plus grand sous-marin dans une base du nord de l'Union soviétique. Les hommes de science de la CIA ont dit non, c'est pas possible qu'ils soient en train de bâtir ça et ça. Mais McMonigal a dit non, il est exactement fait comme ça. Il a décrit. Et il a même dit le jour où le sous-marin aurait été terminé. Aurait été terminé et serait descendu à la mer. Et tout ça était juste et confirmé.
Tu parlais tout à l'heure des voyages dans d'autres Oui, dimensions, dans lesquelles on rencontre des défunts, on rencontre des êtres de lumière, on rencontre nos guides, et on rencontre aussi des extraterrestres. ça peut arriver, ça dépend de ce que de la définition d'extraterrestre. Au fond, les êtres de lumière, etc., sont aussi. Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Le fait de fréquenter l'Institut Moreau a dû beaucoup te plaire, parce que toi, tu étais le, entre guillemets, cérébral, donc tu avais cette vision scientifique qui pouvait répondre à tes expériences personnelles, Oui, physiques. exactement. Oui, oui, exactement. Et c'est aussi grâce à ces expériences chez Monroe que plus tard, j'étais ouvert aussi Mm. aux grandes questions des ovnis, et des extraterrestres, sujet que je ne connaissais pas du tout et franchement qui me semblait incroyable. Non? Et je me souviens que comme journaliste, je venais de faire plusieurs documentaires d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale et j'en pouvais plus d'être tout le temps dans le studio parmi des images terribles de guerre, de la guerre, ça. Et je me suis dit, maintenant, je dois faire autre chose. Et j'ai su qu'à San Marino, en Italie, il y aurait eu un congrès international de ufologie, non, sur les ovnis. Oui. Je me suis dit, bon, alors j'y vais, je fais un documentaire sur ces gens un peu bizarres qui croient à ça, non? Puis alors j'étais là-bas et j'ai écouté deux relations faites par des profs universitaires de physique qui avaient étudié les traces radar qui avaient été euh, Capté. captées sur les ovnis. En particulier à propos de la vague de la Belgique en 89-90, quand il y avait eu beaucoup Oui. de grandes ovnis triangulaires sur la Belgique qui avaient été vus par Par beaucoup de monde. par des policiers, par des pilotes militaires, etc. Et des pilotes militaires et des radars militaires les avaient vus. Il y avait les traces radars et les militaires de la Belgique avaient donné à ces profs ces documents-là à étudier. Ces traces sont réelles. Ce n'est pas un défaut du radar. C'est quelque chose qui se bouge d'une façon inexplicable. C'est réel, c'est vrai. C'est un ovni, non? C'est un objet volant non identifié. Alors, je me suis dit, mais alors, ça existe. Et au lieu de faire un reportage sur les gens qui n'y croient pas, j'ai commencé à récolter les preuves de l'existence des ovnis. Et comme ça, j'ai fait 4 fois 1 heure sur les ovnis, en allant en Europe, aux États-Unis, au Mexique, etc., et en rencontrant les témoins et les chercheurs les plus importants, et aussi les militaires, les pilotes militaires, etc. Et ce sujet-là m'a vraiment frappé parce que bien qu'il est inexplicable, il est existant, ça existe, et c'est un grand mystère. Non? Depuis 2017, les Américains, même qui ont toujours été très... Très frileux, puis ils ont toujours nié Ils aussi. ont dit non, c'est pas vrai, c'est des ballons, c'est ça. Là, ils ont déclaré eux-mêmes que ça existe, que c'est vrai. Et maintenant, ils sont en train de euh, s'occuper publiquement un peu plus de ce sujet-là qu'ils connaissent depuis depuis au moins les années 40 et sûrement ils l'étudient,
mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas eux aussi grand-chose sur ce sujet-là. En tout cas, c'est des objets qui ont des capacités de vol extraordinaires, absolument inexplicables du point de vue de nos connaissances physiques, et qui percent toutes les défenses militaires. Ils peuvent se déplacer de San Francisco à New York comme ils veulent, sans que les avions militaires américains puissent faire quelque chose. Alors, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui, heureusement, n'est pas méchant. Parce que justement, j'allais en venir là en disant leurs intentions sont toujours très pacifistes. La plupart des cas qui sont connus, qui sont publics, oui. Jusqu'à présent. Oui, mais il y a aussi des cas, par exemple au Brésil, où il y a eu des accrochages avec les gens, des blessures. Et parce que probablement, ce n'est pas tous simplement une race, mais probablement plusieurs différentes races qui descendent. Si cette interprétation est la bonne, je ne sais pas. Mais, et une autre chose très importante, c'est qu'ils sont très intéressés au sujet atomique. Ils se présentent très souvent où il y a des armes atomiques. Et d'ailleurs, leur présence est devenue de plus en plus importante après les premières explosions nucléaires. Probablement parce que ces explosions-là dérangent non pas la Terre seulement, mais aussi en dehors. Alors, ils descendent voir ce qui se passe. Voilà. D'ailleurs, tu avais une réunion, puisque tu fais partie maintenant, toi, de ce congrès, de cette... Oui, après avoir fait ces documents-là, ces documentaires-là dont je viens de parler, et plusieurs d'autres aussi, avoir participé à beaucoup de congrès aussi comme relateur, parce qu'après, c'est devenu une passion, parce que c'est vraiment un sujet formidable. Oui, maintenant, on a créé un council, un groupe international après 2017 qui a comme but de favoriser la recherche scientifique. Nous, on pense que la science doit s'occuper de ça, demander aux Nations Unies de s'occuper de ça du point de vue international et non pas laisser le sujet aux Anglais, aux Américains, oui, aux Brésiliens, tout simplement, parce que c'est presque tout le temps des militaires. Alors, il faut ouvrir ça. Et s'unir. Et être ouvert aussi à la possibilité que ce soit des extraterrestres, vraiment, parce que pour le moment, officiellement, on ne dit pas, les Américains aussi n'ont jamais dit qu'il s'agit d'extraterrestres. Bien que je me demande qui d'autres peuvent être, mais officiellement, c'est comme ça. À propos d'extraterrestres, il y a un petit paragraphe dans ton livre que j'ai trouvé assez émouvant. C'est celui-ci. Quand tu parles de Bud Hopkins, qui a été une personne qui a commencé d'ailleurs à regrouper tous les articles, les adresses, les personnes qui avaient été enlevées par des extraterrestres et que tu as rencontrées. J'ai eu l'occasion de revoir Hopkins peu de temps avant sa mort. Il me dit qu'il écrivait ses mémoires parce qu'il se rendait compte que ses enfants en savaient peu sur ses recherches. Cette confidence qu'il me fit est à l'origine de mon propre livre. Oui, c'est tout à fait vrai. Bud Hopkins a été vraiment un chercheur très important du sujet très délicat des enlèvements. Non? Et je l'avais connu une première fois, je l'avais entendu à Lausanne, à un congrès, puis plus tard en Italie. Là, je l'ai connu personnellement et puis quand j'étais 2-3 fois à New York, j'étais chez lui. C'était quelqu'un de vraiment très intéressant, un grand artiste. Il y a plusieurs de ses travaux dans les grands musées de New York. Ça a été un hasard qu'il se soit occupé des ovnis et des enlèvements.
le patron du magasin du quartier où il habitait. Une fois, il lui a dit qu'il avait vu un ovni et que il a été enlevé et avec beaucoup de détails. Et Hopkins a écrit un article dans le journal du quartier en disant ça. L'article a été repris par la presse américaine et Hopkins a reçu beaucoup de lettres des quatre coins des États-Unis dans lesquelles on disait oui, nous aussi on a été enlevés, on a vu ça, on a fait ça. Et dans plusieurs lettres, il y avait aussi des symboles que ces gens avaient vus qui étaient tout à fait les mêmes. Alors Hopkins, il a été frappé par ces lettres-là, il a commencé à s'occuper de ces gens qui ont été enlevés. Et il est devenu un spécialiste du sujet, il a écrit beaucoup de livres. La dernière fois que je l'ai rencontré, il était très malade. Il m'a dit qu'il était en train d'écrire son autobiographie parce qu'il avait remarqué que ses enfants savaient très peu de lui. De lui, en tant que peintre, oui, mais en tant que chercheur dans le domaine des ovnis, presque rien. Il a écrit ce livre, chose qui m'a donné l'envie aussi d'écrire mon autobiographie. Heureusement, bon, heureusement, oui. Parce que tu dis tellement de choses, mais c'est tellement riche en expérience, en connaissances. Et ce que j'aime. C'est une autobiographie qui n'a pas du tout le but, au moins de ma part, d'enseigner quelque chose aux gens. Tout simplement, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai essayé de donner une réponse de mon point de vue sur la base de mes expériences à ces questions-là. Alors, c'est le résultat de mes expériences, mais chacun doit faire ses expériences, évidemment. Si le lecteur se pose les mêmes questions et essaie un peu de creuser, voir ce que c'est que son monde, bon, le but du livre a été atteint, voilà. Je suis un chercheur qui est toujours en chemin, oui. Oui, tu le dis assez souvent dans le livre. Et pour terminer, je voulais évoquer avec toi une phase de ta vie qui est importante aussi, puisque le chamanisme t'a ouvert énormément de portes. Oui. Je parlais tout à l'heure de baroudeur spirituel parce que par ton travail et par ta curiosité, tu as beaucoup voyagé dans le monde. Oui. Et le chamanisme aussi t'a entraîné à filmer, à faire des documentaires assez exceptionnels. Des guérisseurs, par exemple. Oui, oui, exactement. Oui. Comment est-ce que tu es rentré dans le chamanisme? Quelle petite porte as-tu prise? Ça, si je regarde un peu les chemins que j'ai suivis, je dois dire que d'abord, il y a eu la psychanalyse, par la suite le bouddhisme et pour finir le chamanisme. La psychanalyse m'a aidé à comprendre surtout la relation avec mes parents, avec des autres gens, à avoir plus de confiance à moi-même, à comprendre que c'est à moi d'agir, etc. C'était le moment de devenir adulte. Voilà. Le bouddhisme, je dirais qu'il a travaillé sur ça parce que, évidemment, le bouddhisme, c'est un chemin de liberté comme tous les vrais chemins spirituels. Le bouddhisme m'a touché surtout du point de vue de l'ouverture du cœur, s'ouvrir à l'amour profond, qui est aussi évidemment touché par le psychanalyse, mais d'une autre façon. Le bouddhisme s'ouvre vraiment à l'amour inconditionnel et je lui dois beaucoup. Et puis à un certain moment, grâce aux expériences différentes que j'ai fait en méditation, chez Monroe, etc., j'avais une certaine capacité à entrer d'une façon indépendante, disons, libre, dans mon monde intérieur, sans peur, parce que la peur bloque, évidemment.
Et je me suis dit, mais le bouddhisme offre des thèmes de méditation comme Tara. Tara est comme la Vierge, au fond, qui aime, qui a bon cœur, etc. C'est une divinité qui est très pratiquée dans le bouddhisme tibétain, qui, et ces divinités-là ont pour but de faire monter à la surface ces émotions positives-là qui sont déjà en nous, mais qui sont ensevelies sous nos expériences, le passé, etc. Alors, en pratiquant une certaine divinité, on fait surgir ces émotions-là qui sont déjà en nous. C'est pas qu'on construit des choses. Absolument pas. Et alors, à un certain moment, je me suis dit, mais si je pratique Taraver, par exemple, Taraver qui avait été, disons, contacté par les grands yogis du passé, moi aussi, en toute modestie, je peux trouver les êtres de lumière qui veulent parler avec moi, comme Tara parle avec ceux qui pratiquent le bouddhisme. Et Tara parle vraiment, hein, c'est pas un symbole, tout simplement. Le chemin qui amène à ces expériences-là directes est le chamanisme. Il n'y a pas le dogme du chamanisme. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, pas du tout. Le chamanisme, c'est une méthode, on l'applique librement et on a ses expériences, chacun a les siens, voilà. Et il faut ensuite en faire trésor, on dit ça en français. Voilà. Oui, oui, en faire quelque chose, oui, bien sûr. Le chamanisme et le bouddhisme, pour moi, se rattachent beaucoup. Oui, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires et m'aident vraiment beaucoup. Et le chamanisme, je lui donne beaucoup parce que la nature est vivante, tous les êtres sont vivants. Même et reliés surtout, reliés. Oui, on se trouve relié à toute chose. Et ça donne vraiment une harmonie intérieure. C'est la voie de l'expérience, c'est vraiment quelque chose de bien. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que ton animal totem était un ours. Au début, oui. Ah, voilà, c'est pourquoi j'ai voulu mettre cette carte, tu vois, pendant notre interview. Oui, au début, oui. Dans le chamanisme, maintenant, on ne peut pas entrer dans les détails, mais on prend contact avec des énergies intérieures. Non? Par exemple, on prend contact avec les animaux de pouvoir, non? Et c'est comme si la nature répondait en t'offrant l'énergie dont tu as besoin. Le chamanisme offre vraiment le contact de parler avec l'univers, d'avoir des réponses. Alors, oui. L'animal de pouvoir est une forme de réponse, mais il y en a plusieurs. On peut ressentir une chaleur, voire de lumière, entendre des voix, des chants. Il y a plusieurs façons de recevoir des enseignements par les êtres de lumière. Voilà. Qu'on voit et avec qui on peut parler. Je sais très bien que quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans ce domaine-là peut penser que c'est des fantaisies ou de la folie. Mais le chamanisme existe depuis toujours et c'est la base des expériences spirituelles. La plupart des grandes traditions spirituelles sont bâties sur le chamanisme. Parce que tu as fait effectivement des documentaires sur les guérisseurs, des chamans guérisseurs. Oui, j'ai fait plusieurs documentaires sur le guérisseur. Lequel t'a le plus impressionné? Parce qu'il y a le brésilien. 2 cas, je crois, ont été pour moi très importants. Le premier, c'était un médecin brésilien, un médium. Hein, il était un médium, pas un chaman.
Mais oui, oui, si on veut, la médiumnité fait partie aussi du chamanisme. chamanisme. Oui. Et ce médecin Edson Queiroz a opéré devant 1000 personnes à un congrès international en Suisse à Bâle, que j'ai filmé. Il a enlevé un lipome non, de la poitrine d'une dame, sans anesthésie, sans rien, et sans que la dame ait de la douleur, parce qu'il était dans une autre dimension. Ça m'a touché vraiment parce que c'était les premières expériences que j'ai faites dans ce domaine-là. L'autre expérience qui m'avait touché beaucoup, c'était un guérisseur philippin qui, lui, enlevait du ventre, par exemple, dans le cas que j'ai vu, d'une dame, des fils, des trucs, non? Et au moment où les enlevait, la dame, elle respirait soulagée, comme si on lui avait enlevé quelque chose. Quelque chose, voilà. Moi, je regardais ça, le caméraman filmait, le preneur du son filmait. Alors, on était à trois autour de lui. Il avait les manches de relevé. Alors, il ne pouvait pas cacher ça. Et puis, on a toujours filmé sans couper. Alors, on peut, là, il n'y a pas moyen de tricher. Oui, exactement. Oui, parce que tu disais, il y avait un ectoplasme qui, peu à peu, d'ailleurs, a disparu 10 minutes après. Ce Philippin, il a enlevé des trucs du ventre de cette dame. Il les mettait sur une assiette. C'était comme des entrailles de poulet. Voilà. Et après 10 minutes, ils étaient disparus. C'était comme de l'ectoplasme qui se manifeste dans certaines séances de médiums. Voilà. C'est quelque chose de vraiment... C'est une matérialisation. Ça encore, c'est un passage d'une dimension à l'autre. Voilà. Parce que nous vivons dans une réalité multidimensionnelle et nous avons une conscience multidimensionnelle nous-mêmes. Nous ne sommes pas que humains. Nous avons cette dimension spirituelle qui est au-delà des dimensions, voilà, qui est pure lumière. Voilà. C'est ce que enseignent toutes les grandes traditions spirituelles. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu pratiques le chamanisme puisque toi-même, comment dire, je ne sais pas, tu gères un petit groupe une fois par mois. Oui, on a un groupe de tambours, nous sommes 4 personnes et depuis presque 3 ans ou plus, une fois par mois, on se rencontre et on fait des voyages chamaniques avec le tambour. On ne fait pas d'usage de ayahuasca ou de je ne sais pas quoi, des trucs, disons, de ce genre-là. Avec le tambour, on peut déjà tout faire. Et Bob Monroe, dont on a parlé avant, a produit des sons particuliers qui sont, disons, le tambour de notre époque. Ils ont le même effet que le tambour de nos ancêtres. Et puis, j'ai fait une formation aussi de counseling, c'est-à-dire que je peux accompagner des gens, leur apprendre à faire des voyages chamaniques et les suivre dans leur démarche intérieure. Voilà. Mais je le fais rarement. On parlait au tout début de ta blessure d'enfance, cette sorte de blessure d'abandon que tu as vécu longtemps. Avec le chamanisme, tu as eu une récupération d'âme, justement. Oui, dans le chamanisme, il y a ça, hein, parce que la santé et la présence de l'énergie. Alors, il y a des techniques chamaniques qu'on appelle récupération d'âme. Récupération de l'âme, avec laquelle le chaman voyage dans le passé de la personne, voit la situation dans laquelle la personne a été traumatisée,
enlève cette énergie négative et la remplace par de l'énergie positive. Là, c'est les soins chamaniques. Voilà. Et moi-même, j'ai eu la chance de trouver une chamane qui m'a fait une récupération d'âme, qui a touché d'ailleurs ce vieux problème dont je suis porteur depuis l'âge de 3 ans. Voilà. Il est toujours là un peu. Hein. C'est comme un oignon. On enlève un peu, mais il revient. Oui, c'est quelque chose, je crois, de très profond, mais une fois qu'on a la conscience que le problème est là, on peut aussi agir de conséquences. Le problème, c'est si on n'a pas conscience, alors on est victime de ça. Voilà. Le but, c'est de devenir conscient, voilà, et de vivre pleinement d'une façon consciente dans l'ici et maintenant. Voilà, ça c'est si on arrive à faire ça, on est dans l'harmonie, on est dans l'amour, on se sent bien et c'est le but. Voilà. Ça semble simple, mais c'est le but. Voilà. J'allais te demander quelle était pour toi la définition du bonheur, mais je crois que tu viens de la donner. C'est ça. C'est ça. C'est tout ce que je te souhaite, de continuer à trouver les réponses à tes questions, parce que je sais qu'elles sont toujours aussi nombreuses. Merci, et moi aussi, je te souhaite un bon chemin spirituel. Merci. Et à tout le monde qui nous entend. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup pour les instants que tu as voulu nous accorder. Et puis, en ce qui me concerne, je te donne rendez-vous très bientôt, parce qu'on se verra, je pense, sur Paris. Mais très volontiers, très volontiers. À bientôt. À bientôt, Guido. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et évidemment, je ne peux que vous conseiller d'acheter et de découvrir toutes les richesses qui sont dans ce très beau livre. Je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt. Ciao, grazie.